toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'École du futur. Au programme, on ouvre avec notre focus. Chercheuse passionnée, elle explore les mystères de la mer et scrute la génétique pour comprendre l'évolution du cancer grâce aux mollusques. Elle incarne une nouvelle génération de scientifiques engagés. On découvre le portrait d'Alicia Lopez-Broussos dans un instant. Et puis nous sommes ravis de la retrouver sur ce plateau, c'est Jeanne Dreyfus. Bonjour Lisa. Comment allez-vous? Ça va très bien. De quoi est-ce que vous nous parlez aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des rêves les plus fous de l'IA, celui de lire dans nos pensées. Alors, fiction ou réalité? Eh bien, on va se poser la question tout à l'heure. Et sur un tout autre sujet, on va parler de sport, mais aussi d'éducation dans cette émission et même d'innovation, parce qu'un mur interactif est en train de s'inviter dans les gymnases et les salles de classe, de quoi transformer les séances d'EPS en un moment de jeu, de coopération et d'apprentissage où les élèves se dépensent autant qu'ils s'engagent intellectuellement. On en parle avec notre invité Mounir Akbarali. Bonjour. Bonjour Lisa. Vous êtes responsable commercial au sein d'IDEMA Sport. On va discuter de tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord place au focus. Chercheuse passionnée, elle explore les mystères de la mer et scrute la génétique pour comprendre l'évolution du cancer grâce aux mollusques. Elle incarne une nouvelle génération de scientifiques engagés. C'est le portrait d'Alicia Lopez-Broussos. Y vamos a saludar precisamente a una de esas investigadoras, es Alicia Broussos, investigadora postdoctoral en la Universidad Caen Normandía en Francia. Buenas tardes. Buenas tardes. Nous célébrons aujourd'hui une étoile montante de la science, Alicia Lopez-Broussos. Cette jeune chercheuse d'origine espagnole vient de remporter le prestigieux prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Une reconnaissance qui met en lumière un travail aussi captivant qu'inédit. Imaginez un instant si des cancers transmissibles chez les organismes marins pouvaient détenir des secrets sur cette même maladie, mais à échelle humaine. Eh bien, c'est ce qu'explore la postdoctorante à l'université de Caen Normandie. En quête de réponses dans les profondeurs de la mer, ces découvertes pourraient ouvrir de nouvelles voies dans le traitement de cette maladie complexe. Le cancer étant la première cause de mortalité prématurée en France. Le prix qu'elle a reçu n'est pas qu'une simple récompense, mais un véritable encouragement dans la poursuite de son travail. Alicia Lopez-Broussos prouve aujourd'hui que la curiosité et la détermination peuvent mener à des avancées majeures dans la recherche scientifique. Avec son enthousiasme et son engagement, elle montre que les femmes ont un rôle essentiel à jouer dans un secteur principalement masculin. Rôle qu'elle représentera bientôt à la tête de son propre laboratoire à Brême, en Allemagne. Une figure modèle qu'on ne manquera pas de suivre de très près dans les années à venir. Y por supuesto, muchísimas gracias al Foro Iberoamericano de los Recursos Marinos y la Acuicultura y a ti por dejarme compartir con vosotros esta historia. Muchas gracias. Et vous aurez certainement reconnu sa voix, c'était un portrait de Dylan Kohler. Quant à notre sujet du jour, imaginez une classe qui entre dans un gymnase et au lieu des plots et des ballons habituels, un mur s'illumine, réagit, invite à bouger autrement. Un espace où le plaisir, le sport et la technologie se rencontrent. C'est la promesse de Lu que nous allons découvrir tout de suite dans la première partie du talk. Et pour en parler aujourd'hui, Mounir Akbarali, responsable commercial chez IDEMA Sport. Alors, IDEMA Sport, vous êtes un acteur clé du sport et de l'éducation en France, qui équipe notamment nos écoles et nos gymnases, ainsi que nos collectivités. Et aujourd'hui, vous venez nous parler d'un équipement spécifique, Lu, que j'ai personnellement eu le plaisir de découvrir il y a quelques semaines au salon Educatech Expo. Mais pour ceux qui n'y étaient pas et qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que Lu ? C'est un mur interactif. L'idée, c'est de proposer un espace immersif et interactif à travers un ensemble d'outils techniques qui sont des vidéoprojecteurs, qui sont un bloc son-lumière, des enceintes notamment pour l'aspect audiovisuel. Et vous allez avoir un logiciel, une application qui s'appelle Lu justement, qui est intégré au dispositif technique et qui va vous proposer différents catalogues de jeux pour travailler différentes compétences. Voilà, pour faire simple. Bien évidemment, on va rentrer un petit peu plus en détail dans le fonctionnement de ce mur interactif et des activités que vous proposez. Mais avant ça, comment est née l'idée de ce mur? Quelle est la genèse du projet? Alors, la genèse du projet date de 2017, fin 2017. En fait, c'est un papa qui a deux gamines, deux enfants en école primaire, on va dire, et qui s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas apprendre de la même manière qu'il y a 30-40 ans. Donc, il a voulu révolutionner l'approche de l'éducation
et de l'activité physique à travers des outils numériques aujourd'hui. Hein, on est biberonné à ces outils numériques, donc on ne peut pas faire l'impasse sur ces outils, donc autant accompagner les enfants. Et donc c'est de là est née l'idée de l'U de proposer un outil numérique et l'activité physique en lien avec cet outil-là. Voilà. Et en même temps, je rebondis tout de suite. En 2017. Pardon, je rebondis tout de suite sur ce que vous nous avez dit en termes de numérique et d'écran. Bien évidemment, les parents aujourd'hui peuvent potentiellement s'inquiéter du fait qu'il y ait un nouvel écran qui arrive dans le quotidien de leurs enfants. Alors, qu'est-ce que vous avez à leur dire de ce côté-là ? Oui, alors c'est pour ça que moi je ne parlerai pas d'écran, hein. Je parle très peu d'écran parce qu'effectivement aujourd'hui les écrans sont partout. On a cette fameuse contrainte de lumière bleue qui est bien présente et qui génère pas mal de frustration aussi par rapport à l'évolution des enfants à partir d'un certain âge. Donc l'idée c'est de parler d'une projection. On est sur une projection, c'est un vidéoprojecteur qui projette. Donc du coup il n'y a pas de notion de lumière bleue comme on pourrait avoir sur un smartphone ou une tablette numérique. Donc voilà, c'est vraiment important de le préciser. Ça, on va parler plutôt de projection murale que d'écran. Alors justement, avec cette projection murale, la promesse finalement, c'est de pouvoir transformer tous les espaces. Est-ce que ça peut se faire vraiment partout ? Alors, en gymnase, hein, ça j'imagine bien évidemment, mais est-ce que ça peut aussi se faire peut-être en extérieur ? Alors plus gymnase, je veux plutôt prolonger aussi. Donc gymnase, salle polyvalente, salle des fêtes, salle de motricité. Ça peut être un dojo, ça peut être une salle de classe, ça peut être une salle de réunion. Donc voilà, plutôt indoor. L'outdoor, on y est. On propose des vidéoprojecteurs très puissants, donc on pourrait pallier à la lumière naturelle. Mais c'est vrai que le dispositif est plutôt câblé, étudié pour une activité indoor. Après, si on est sur l'extérieur, on va devoir aménager un peu plus l'espace pour pouvoir avoir une meilleure expérience. Donc l'expérience la plus optimale, c'est plutôt intérieure. Et donc là, après, vous avez tout un panel d'espaces qui est possible, hein, en fait. Et on peut les évaluer lors d'une visite technique, par exemple. Et justement, pour les enseignants qui nous regardent ou peut-être les directeurs d'école, est-ce qu'il y a des contraintes techniques particulières pour qu'une installation fonctionne correctement ? Oui, il y a des contraintes techniques en termes de hauteur de salle, en termes de largeur de mur, en termes de profondeur de salle également, en termes de luminosité. Néanmoins, aujourd'hui, avec les outils qu'on propose, les différents équipements, on arrive à s'adapter vraiment à tout type d'espace. On va avoir plusieurs types de dispositifs lus en intérieur qui vont vous permettre de venir habiller, équiper un espace qui va faire de 40 mètres carrés jusqu'à 200, 300 mètres carrés. Donc l'idée, c'est d'adapter la puissance des équipements aussi à l'espace que vous aurez à disposition. Donc évidemment, on va venir s'adapter et c'est lors d'une étude technique qu'on pourra orienter nos clients, nos enseignants, nos collectivités sur le meilleur dispositif pour la salle qui est envisagée. Il peut y avoir de l'aménagement à prévoir, mais bon, tout ça, on le préconise au moment de la visite technique. On le voit là sur les images, vous avez à la fois des dispositifs effectivement qui ne bougent pas, mais vous avez aussi des dispositifs mobiles, c'est bien ça ? Complètement. En fait, on répond aujourd'hui à plusieurs enjeux. Aujourd'hui, nos collectivités sont très friandes de pouvoir mobiliser le dispositif à l'échelle de tout le territoire. Du coup, on va proposer également un dispositif mobile qui a vocation à être monté, démonté, à être itinérant. Et donc, ça va aussi permettre de proposer le dispositif, l'expérience lue, que ce soit dans une école, dans un établissement médico-social, dans d'autres établissements scolaires, tels que le collège ou le lycée. Ça peut être aussi un centre de loisirs. Donc le dispositif nomade va permettre cela versus le dispositif fixe qui, lui, est installé à demeure dans un équipement structurant ou un équipement de la ville, par exemple. Là encore, on le voit sur les images que plusieurs enfants peuvent jouer ensemble. On peut aller jusqu'à combien d'élèves en même temps ? Oui, alors on peut démarrer à partir de 10 enfants, 10 élèves, jusqu'à 20-25 élèves. Tout dépendra des compétences de l'enseignant ou de l'animateur ou de l'éducateur à encadrer ce type de groupe. Donc sur des gros groupes, il faudra être bon en termes d'animation, clairement. Mais sinon, la jauge moyenne, on est entre 10 et 15 enfants devant un mur pour pouvoir bénéficier de toute l'expérience lue de manière optimale, clairement. Mais néanmoins, on peut proposer d'autres ateliers en parallèle et pouvoir comme ça accueillir des groupes plus importants. Quand on est en mode duo, par exemple, 2 LU associés, là, on peut avoir même jusqu'à 50 élèves, en tout cas une classe entière qui peut être mobilisée sur le mur interactif. Qu'est-ce que ça signifie, LU ? Pourquoi avoir choisi ce nom ? Alors, exactement, lu comme ludique, c'est une bonne question. Lu comme ludique en espéranto. Donc voilà, il fallait quelque chose qui porte à l'international aussi. Donc lu nous paraissait cohérent avec le petit tréma pour se différencier.
de la marque Lu que vous connaissez certainement également. Donc voilà. Effectivement, qui n'est pas tout à fait la même chose puisque vous êtes plutôt en train de promouvoir de bouger que de manger du sucre. Bon, concrètement, même si, encore une fois, avec les images, on a un petit peu réussi à se projeter dans ce que représente Lu, est-ce que vous pouvez nous expliquer quand même un petit peu ce que peut être une séance type avec cet outil ? Alors, il y a plusieurs façons d'aborder l'équipement Lu. Enfin, lorsque vous bénéficiez d'un équipement Lu, il y a plusieurs façons de l'aborder, j'ai envie de dire. Soit vous l'utilisez en mode échauffement, clairement, sur une activité un peu plus codée, on va dire sportive. Je prends l'exemple du basket. Vous pouvez très bien utiliser le dispositif Lu pour vous échauffer avant de rentrer dans une activité basket en tant que telle. Vous pouvez aussi l'utiliser en l'école, par exemple en milieu scolaire. On équipe aujourd'hui pas mal d'écoles de la ville de Paris, notamment. L'utilise beaucoup sur le temps périscolaire, notamment, ou sur le temps méridien, entre midi et 2. Donc là, vous allez avoir un accès différent, une pratique différente aussi. Vous pouvez l'utiliser aussi pendant les vacances sur les centres de loisirs, par exemple. Et puis, vous allez aussi avoir une approche plutôt récréative. Également, vous avez des jeux, une cinquantaine d'applications disponibles. Vous avez des applications éducatives, bien sûr, mais vous avez aussi des applications plutôt récréatives, ce qui va vous permettre aussi d'être dans une approche plutôt ludique, amusante du dispositif. Donc là, on va être sur les kermesses d'école. Si je reviens sur la partie éducative, on va être sur, comme je vous disais, sur l'échauffement. Ça peut être sur de l'entraînement, sur le travail de la coordination, notamment. Donc, vous avez vu à travers les vidéos que ce qu'on souhaite travailler à travers Lu, et c'est vraiment l'ADN du produit, et c'est l'ADN d'IDEMA également qui distribue le produit en Europe, c'est de travailler sur les compétences motrices et cognitives des élèves. Donc là, du coup, très important, on va pouvoir, à l'aide de guides d'activité, à l'aide de situations pédagogiques, vous proposer une approche de ces compétences-là à travers l'apprentissage des matières fondamentales que sont les maths, l'histoire, la géographie, les langues ou les arts. Donc voilà, il faut bien comprendre que Lu, c'est un outil, c'est un support qui va vous permettre de travailler sur les compétences fondamentales qu'on aborde à l'école ou en collège ou en lycée, avec l'activité physique comme point commun à tout ça. Bon, on va continuer à en parler, mais il est déjà temps de prendre une petite pause dans nos discussions. Et pour ce faire, vous le savez, c'est l'heure d'aller sur la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est l'œil de Dylan Kohler.
Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invité Mounir Akbarali, responsable commercial chez IDEMA Sport, avec qui on parle de l'U, un mur interactif qui permet de lier à la fois l'éducation et le sport. On va continuer à en parler bien évidemment en seconde partie d'émission, mais d'abord place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui nous présente l'une de ses nombreuses idées derrière la tech. Jeanne, vous nous parlez aujourd'hui de l'un des paris les plus vertigineux et ambitieux de l'intelligence artificielle, arriver à lire dans nos pensées. On est en septembre 2025 dans les locaux du Massachusetts Institute of Technology. Et le chercheur Arnav Kapoor, à peine 30 ans, présente au monde sa dernière invention. On regarde ça. Just gonna see if that synced. Oh yeah, awesome. Alter Ego has tiny cameras built in and can make sense of the world around me from my perspective. Tranquillement, depuis son fauteuil, pour son prochain trek en Bulgarie, plus besoin de maman pour lui faire penser à prendre ses boots. En effet, grâce à un dispositif de captation cérébrale, sa simple pensée communique avec son téléphone portable et fait la note adéquate à Bracadabra. Donc là, ce que vous nous expliquez, Jeanne, c'est que ça y est, la télépathie n'est plus seulement de la science-fiction. Ça y est, Lisa. Mais ça fait déjà quelques temps qu'on arrive à créer du langage à partir de la technologie. On se souvient tous de Stephen Hawking, ce physicien qui était atteint par la maladie de Charcot et qui utilisait une interface pour communiquer. Mais c'était là, à partir de mouvements volontaires qu'il faisait avec sa joue, qu'il y arrivait. Depuis 2023, à l'université Stanford, on a passé un cap quand une femme paralysée a pu communiquer simplement par la pensée avec son mari en temps réel, avec un taux de précision de 60%. On espère qu'elle pense du bien de son mari, sinon ça peut être très dangereux. Je préférerais que ne pas avoir cette technologie chez moi. Mais alors comment c'est possible ça ? Alors ça l'est grâce à l'analyse de l'activité cérébrale de milliers et de milliers de personnes à qui l'on demande de penser à un même mot, par exemple, et ensuite grâce à la comparaison des fréquences cérébrales obtenues. Ça marche aussi avec les images. C'est notamment les recherches que poursuit Meta, qui travaille à visualiser les images qu'on a en tête. Mettons qu'on pense à un train. Ils utilisent eux aussi la technique des fréquences et ils ajoutent une étape avec l'IA pour avoir le plus de chances de tomber juste dans la visualisation de ces images. En fait, vu que quand on pense à un train, eh bien on est beaucoup à l'imaginer qui arrive vers nous 2-3 quarts dans un paysage. Ce sont des images qui sont véhiculées par notre culture. Eh bien les prédictions les prédictions décrivent souvent, très bien les images mentales qu'on l'on avait en tête. Bon, alors c'est fascinant, mais c'est aussi un peu effrayant tout de même. Oui, mais comme toujours, ça va dépendre de l'usage qu'on en fait. Imaginons qu'on adapte ces technologies à l'éducation. Aujourd'hui, on enseigne la même chose au même rythme à tout le monde. Alors que si on avait des capteurs cérébraux, eh bien, on pourrait adapter les contenus à notre niveau d'attention, à notre surcharge cognitive. Imaginons, le cerveau décroche, paf, on ralentit le rythme et donc on améliore la concentration et l'apprentissage. Il y a beaucoup d'applications commerciales pour ça, j'imagine. Oui, et ces mesures, elles sont déjà à l'œuvre dans un domaine comme le cinéma. Les majors, elles utilisent des solutions comme celle de la société Unravel qui fait du neuromarketing, notamment pour prédire le succès au box-office. Ce qu'ils font, c'est qu'ils observent l'activité cérébrale des spectateurs devant une bande-annonce. Ils voient ce qui marche ou ce qui marche pas et puis ensuite ils vont demander ils vont conseiller un montage plus efficace, ils vont enlever une longueur. Et tout ça, ça pourrait bien être le début de changements radicaux dans l'audiovisuel. Imaginez, on couple ça avec l'IA et on propose des films variables qui vont s'adapter à notre niveau de fatigue ou à notre état émotionnel. Même School TV pourrait bien marcher au pas de nos cerveaux. Peut-être que vous télécommanderiez ici la fin de ma chronique. Et oui, ainsi soit-il. Mais sachez que aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais c'était ma dernière chronique. Ça fait 4 ans que j'ai le plaisir de vous faire part de mes idées derrière la tech, aux côtés d'animatrices formidables. Au début, Marjorie Paillon, suivie de Philippine Dolbeau et maintenant toi, Lisa. Alors merci à ma rédactrice en chef, Déborah Rimbaud, et à mon producteur préféré, Édouard Degnaud, qui m'a accompagné depuis le début dans le sérieux, mais aussi souvent dans le rire. Me disant pour ma première chronique, qui je pense devait faire 15 pages, Jeanne, 2, ça va suffire. Et merci aux téléspectateurs pour votre fidélité et votre confiance. Merci beaucoup Jeanne pour ces mots et ça a été un plaisir de travailler avec toi. Et d'ailleurs, est-ce que tu ne serais pas télépathe toi aussi ? Parce que là, normalement, tu sais que je lance la seconde partie du talk. Évidemment, je et tu restes avec nous. Grâce aux capteurs cérébraux. Allez, c'est parti.
Et c'est toujours avec mon invité Mounir Akbarali, responsable commercial chez IDEMA Sport, avec qui l'on parle de l'U, un mur interactif qui mêle à la fois éducation et sport. Alors justement Mounir, j'aimerais que l'on revienne sur les grandes familles d'activités qu'on va pouvoir retrouver sur l'U. Oui, alors les grandes familles d'activités, en fait, on a différencié différentes thématiques. Donc, on va aborder le sport en tant que tel. On va dire le sport et le PS. On va avoir le sport santé également. On va avoir le bien-être également. Et on va avoir toute la partie éducative. Donc, on a décomposé le catalogue des jeux avec ces thématiques-là. Et puis, on va pouvoir comme ça piocher dans différents jeux pour travailler sur ces différentes thématiques. Mais ce qu'il faut retenir, c'est voilà, sport santé, sport, éducation et puis le bien-être également. Bon, alors on le disait aussi ça en première partie d'émission, mais on n'a pas encore pris le temps de le développer, c'est que finalement, grâce à lui, vous développez à la fois les capacités motrices des élèves, bien entendu, mais aussi les capacités cognitives. Alors, qu'en est-il? Quelles sont justement ces capacités cognitives que vous cherchez à développer? Alors, les capacités cognitives, ça va être par exemple de travailler sur le côté cérébral de la pratique, c'est-à-dire qu'on va proposer des jeux qui vont allier le mouvement et puis la réflexion. Donc, on va avoir des jeux comme Newton qui abordent les maths, on va avoir des jeux comme Twins qui vont plutôt proposer de la coordination yeux-mains, notamment, par exemple. Donc, on va comme ça solliciter notamment la réflexion et la coopération entre les joueurs. On intervient du coup aussi dans les EHPAD. C'est une pratique. L'aspect cognitif est très abordé en EHPAD, en maison de retraite ou en résidence autonomie. Donc, en fonction du jeu et en fonction des publics que vous avez en face de vous, vous allez pouvoir, pour un même jeu, adapter le contenu pour travailler plutôt sur les compétences cognitives des personnes. Et évidemment, sur les maths, une personne âgée n'attend pas la même chose qu'une personne qui est motrice et cognitive en pleine force de l'âge. On sera plutôt sur un esprit de compétition peut-être et de calcul rapide, alors que sur une personne senior, c'est déjà de solliciter le côté cognitif pour pouvoir le travailler et éviter comme ça des pathologies qui viendraient avec le temps, notamment. Donc l'approche sera vraiment différente en fonction des publics pour un même jeu, par exemple. Alors, sur le terrain, quels bénéfices vous observez le plus souvent chez les élèves? Alors, le bénéfice, c'est qu'on les rend actifs et non plus passifs devant les applications LU. On s'est rendu compte que la gamification était très importante dans l'apprentissage. Aujourd'hui, on apprend mieux quand on s'amuse, quand on coopère, quand on rigole et quand on s'amuse. Donc, c'est pour ça qu'il y a une composante supplémentaire que je vais rajouter aux compétences cognitives ou motrices, c'est l'aspect plutôt social ou émotionnel que peut générer la gamification. Donc ça, c'est important aujourd'hui. Enfin, voilà, on s'est rendu compte à travers de nombreuses études, et notamment on a une collaboration avec l'Université de Nîmes, l'UFR STAPS de Nîmes, qui est la faculté des sports, qui a travaillé sur notamment les 30 minutes d'APQ. Vous savez, c'est la politique de l'éducation nationale pour favoriser l'activité physique dans les écoles et dans les classes. Il y a un cahier des charges qui précise que les enfants doivent effectuer 30 minutes d'activité physique quotidienne. Et le LU répond bien à cette thématique-là. Et une étude de l'Université de Nîmes montre qu'effectivement, un outil comme LU et la gamification à travers un outil comme LU permettait de rendre les enfants, les élèves plus actifs, plus dynamiques et moins passifs devant une projection ou dans l'activité physique. De nombreux bénéfices. J'imagine que l'un des gains aussi, c'est peut-être au niveau des élèves qui ont peut-être un peu plus de mal à s'impliquer dans le sport. Forcément, ça donne envie. Bien sûr, on a tous connu ça quand on était jeune, la discrimination en EPS. Toujours le dernier copain qui est pris dans un groupe quand il faut former une équipe. Un élève qui peut être stigmatisé parce qu'il est peut-être moins moteur, moins cognitif également, donc il est toujours discriminé lors d'un cours de PS. Et ici, on va effacer quelque part cette discrimination parce que tout le monde est impliqué dans un jeu qui peut faire la part belle aux compétences motrices, mais aussi cognitives. Donc tout le monde va se sentir impliqué et on va comme ça pouvoir capter des élèves qui sont loin de l'activité physique et les remettre en mouvement. Et puis, pourquoi pas, après, aller vers des cours de PS plus traditionnels ou aller vers un club pour une pratique sportive un peu plus codée. Donc, nous, on est là vraiment dans l'approche de l'activité physique, plutôt sensibilisation, initiation, entraînement, pour après aller, pourquoi pas, former nos sportifs de haut niveau de demain. C'est un beau rêve. En tout cas, j'ai une autre question dans la même lignée. Quid de l'implication des élèves en situation de handicap ? Oui, alors on intervient beaucoup. Alors, on a quelques dispositifs qui sont installés dans des établissements médico-sociaux, que ce soit des IME, des CESAD,
et dans un autre registre, les ITEP notamment. Donc on s'est rendu compte que le fait de proposer un outil numérique permettait de capter des enfants qui avaient des handicaps type troubles autistiques, troubles trisomiques. Ça fonctionnait très bien parce que vous pouvez à travers lui travailler sur 2 ou 3 messages maximum. Donc ça va être des couleurs, des formes, des chiffres, etc. Donc sur des personnes qui ont ces troubles-là, c'est vraiment très, très encourageant et très pertinent de leur proposer un outil de ce type-là. Et surtout qu'une projection qui peut faire jusqu'à 20 mètres carrés permet aussi d'attirer l'attention et de les impliquer clairement, physiquement et surtout cognitivement dans l'activité. D'autant que sur le lieu, vous pouvez très bien couper le son, couper les images, enfin certaines images si vous le souhaitez. Vous pouvez vraiment personnaliser le contenu à travers une communauté lue qui vous permet de vraiment cibler le contenu à vos publics. On a la thématique de la santé mentale aujourd'hui qui est très prégnante. Et effectivement, on essaie de travailler aussi à travers un outil comme celui-là sur cette thématique-là. Alors, si je ne fais pas d'erreur, l'une des particularités aussi de votre outil, c'est que les enseignants, je crois, peuvent adapter ou créer leur propre jeu. C'est ça, tout à fait, exactement. Donc, c'est ce que je disais par rapport à la communauté lue, c'est que c'est un outil en ligne qui vous permet d'exploiter des ressources que nous développons tout au cours de l'année, mais également par d'autres usagers lus. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plus de 3000 dispositifs en circulation dans le monde, plus de 200 au niveau national, France et Dom-Tom, et plus de 600 au niveau européen. Ce qui fait que vous pouvez avoir des contenus en plusieurs langues, et donc les enseignants peuvent s'approprier ces contenus en ligne. Eux-mêmes peuvent créer du contenu et les poster, les partager s'ils le souhaitent, les garder en privé également. Donc effectivement, voilà, cette banque de ressources en ligne, c'est un complément à ce que vous avez déjà au sein du dispositif à travers les 50 applications. Et donc là, aujourd'hui, on parle de plus de 3000 contenus en ligne dans différentes langues, sur différents sujets. Ça peut aller des maths, comme on l'a évoqué, mais sur les gestes de premier secours, par exemple, également. Donc voilà, des approches plutôt sociales, mais aussi des approches purement physiques à travers les jeux, à travers les applications sportives, j'ai envie de dire. Alors forcément, on a une petite pensée pour les enseignants qui sont un petit peu plus réfractaires au numérique. Est-ce que c'est un outil simple à prendre en main ? Alors, c'est un outil très ergonomique parce que ça se prend vraiment en main assez facilement. Tout se manipule via une manette que vous avez en main et c'est très intuitif. On est aussi sous Windows Pro. Le dispositif est piloté sous Windows. Donc, du coup, c'est une plateforme qu'on a tous l'habitude de manipuler. Donc, ça reste très intuitif, évidemment. Et c'est un outil qui, aujourd'hui, bien dédié au public, enfin à nous, clairement on est une génération 2.0, donc clairement on est assez à l'aise sur ces outils-là sans problème. Et puis bien évidemment on a une formation qui est délivrée à la livraison des dispositifs pour former nos enseignants, nos éducateurs à l'utilisation du dispositif, une formation qui dure une demi-journée très complète sur l'aspect technique mais aussi sur l'aspect éducatif, pédagogique du dispositif. Donc voilà, on fait tout pour accompagner nos clients et nos enseignants dans la mise en pratique de l'équipement. Bon, merci beaucoup Mounir Akbarali d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes responsable commercial chez IDEMA Sport. Merci aussi beaucoup à Jeanne Dreyfus, encore une fois, pour ces heures de plateau passées ces ensemble. Ces années d'engagement. Exactement. Merci aussi, comme d'habitude, aux équipes en régie. Et un mot spécial pour Édouard Degnaud, mon producteur, qui est tous les jours dans mon oreillette, qui me fait beaucoup de blagues, mais qui m'accompagne aussi dans la préparation de ces émissions. Lui aussi, il a été présent sur l'École du Futur de nombreuses années, auprès de mes prédécesseurs aussi. Alors, merci beaucoup, Édouard. Tu me manqueras énormément. Merci surtout à vous d'avoir été présent. Et on se retrouve, nous, au début de l'année prochaine. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.